Concrètement, comment on connecte un cerveau à un ordinateur? Est-ce que c'est comme dans Matrix, un petit port USB dans le cou et paf, c'est parti? On est donc à l'hôpital Pasteur 2, le retour à Nice pour la semaine du cerveau. J'ai la chance d'être accompagné du professeur Étier qui a traversé l'Atlantique du Canada, de l'Université de Laval, pour venir nous parler d'interface cerveau-ordinateur. On a parlé pendant ta conférence de Matrix, d'Avatar. Alors, avant de partir dans tout ça, qu'est-ce qu'une interface cerveau-ordinateur? En général, une interface cerveau-ordinateur, c'est une technologie qui nous permet d'interagir directement par la pensée avec un ordinateur. Donc, aussi simple que ça. Puis, l'ordinateur peut détecter nos intentions, si on veut bouger, si on veut contrôler un curseur sur un écran, et détecte l'activité de notre cerveau associée à nos intentions, et puis nous permet d'exécuter des tâches comme ça. Donc si je te comprends, tu es en train de me dire que dans le fond, la souris et le clavier, c'est pas si utile. Je peux potentiellement contrôler mon ordinateur directement avec mon cerveau juste par la pensée. C'est possible. L'efficacité, même dans certains cas, a été montrée qu'elle était presque similaire à contrôler une souris. Pour le clavier, il y a aussi des technologies d'interface cerveau-ordinateur qui permettent d'écrire des mots à l'écran simplement par la pensée. Peut-être pas à 60 mots minute, mais quand même. Pour les personnes qui ne peuvent pas bouger leurs mains à cause d'une paralysie ou un locked-in syndrome, des choses comme ça, c'est des technologies qui peuvent être super utiles. C'est incroyable ça, mais alors concrètement, comment on connecte un cerveau à un ordinateur? Est-ce que c'est comme dans Matrix, un petit port USB dans le cou et paf, c'est parti? Ou comme dans Avatar, c'est avec les cheveux, je crois. Enfin, comment concrètement, toi, tu fais dans ton laboratoire? Il se développe une panoplie de méthodes. On peut soit enregistrer en surface de la tête, sur le crâne, on place des petites électrodes. C'est l'électroencéphalogramme comme Magnéto, c'est ça? C'est un casque qu'on met sur la tête, c'est ça, hein? Oui, et qui détecte l'activité électrique au travers du crâne. Ou on peut même, il y a des technologies qui permettent d'implanter des petites électrodes, c'est tout petit, dans le cerveau même, et d'aller détecter l'activité des neurones, de certains neurones en particulier qui sont impliqués dans le mouvement, par exemple, et qui peuvent être utilisés à ce moment-là pour aller chercher une bonne information précise sur les intentions de bouger. Et c'est ces électrodes-là que nous utilisons dans notre laboratoire à Québec, à l'Université Laval. Donc il y a différents moyens de décrypter la pensée en passant par des électrodes, soit sur le crâne, soit dans le cerveau. D'accord, mais du coup, tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pas pour rentrer dans la matrice? Non, jusqu'à maintenant, l'objectif de nos recherches et de la plupart des recherches qui se font dans ce domaine-là, c'est pas d'entrer dans un monde virtuel, c'est plutôt de permettre de trouver des technologies pour aider les personnes qui souffrent de déficit moteur, entre autres. Donc, c'est quelqu'un qui est paralysé, qui ne peut plus se servir de ses mains et de ses pieds. Une interface cerveau-ordinateur lui permet par la suite de retrouver un certain niveau d'autonomie, soit en communiquant par l'ordinateur, soit en utilisant un système comme ça, même comme on développe, pour aller réactiver les muscles paralysés à partir de la pensée. Donc, on détecte la pensée, l'intention de bouger à partir des électrodes. L'ordinateur interprète nos intentions en détectant l'activité de nos neurones, puis vient stimuler les muscles pour nous permettre de bouger comme on désire le faire. Pour bien comprendre à quel point c'est efficace comme méthode, parce que là, moi, je me tape mes petits films, j'imagine qu'on met une petite électrode et que ça y est, je peux tout faire, je peux courir, je suis peut-être le futur Usain Bolt grâce à ma puce. Nous, on en est où actuellement sans fantasme et en étant concret? Surtout aux États-Unis, il y a des applications qui ont été faites chez les patients avec des électrodes comme ça qu'on peut implanter dans le crâne. C'est une chirurgie invasive qu'on dit parce que oui, il faut enlever un petit bout d'os pour aller placer les électrodes, mais on n'endommage pas le cerveau, ça reste quand même assez superficiel. Il y a des patients qui réussissent à bouger les mains malgré la paralysie, mais c'est un mouvement encore, les technologies sont beaucoup plus lentes que la réalité. On a des mouvements qui sont très lents, pas très précis, en tout cas pas autant qu'on souhaiterait, et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Et éventuellement, notre objectif, comme on a parlé au début, c'est de ramener les patients vers un état de plus en plus naturel, de leur permettre de retrouver une fonction plus normale. Petite question de prédiction ou de voyance. À ton avis, dans combien de temps est-ce que, grâce à une puce, on aura récupéré l'intégralité des capacités d'une personne qui va être tétraplégique, par exemple? Je pense que si on se projette loin dans le futur et qu'on réussit à guérir, par exemple, les lésions de la moelle épinière qui, jusqu'à aujourd'hui, mènent à des paralysies sévères, ce sera peut-être avec des puces qui permettent de redonner une certaine autonomie, de réentraîner les circuits neuronaux. Et il y aura probablement une approche pluridisciplinaire qui va impliquer la pharmacologie, peut-être les cellules souches dont on a entendu parler beaucoup aussi, là, qui pourront éventuellement
amener à réparer le système nerveux de façon parfaite. Bah, ça va peut-être des centaines d'années, à mon avis, mais de voir l'utilité de petites interfaces cerveau-électroniques qui permettent de récupérer une partie des mouvements, je crois que dans les prochaines décennies, on va en voir un peu plus couramment. Si vous pouviez faire ça vite, parce que je sais pas si je serai encore vivant dans 100 ans, mais j'aurais bien aimé en profiter. Est-ce que tu connais la série Black Mirror? Oui, j'ai vu quelques épisodes. Donc je sais pas si tu as vu les épisodes où justement la problématique des ordinateurs et des cerveaux, de la connexion entre les deux, où ils en parlent justement de tout ça. La particularité de cette série, c'est qu'à chaque fois, ça part en ou plutôt en live. Comment toi, en tant que chercheur, tu t'abordes tout ça sur l'avenir de la technologie? C'est une technologie qui pousse à l'imaginaire, je pense. Il y a tellement de films et de romans, de fiction, de science-fiction qui sont développés à partir de ce concept-là. Et puis ça fait longtemps, en fait, que ça existe. Je pense que ce qui est important de savoir pour les gens en général, c'est que dans nos recherches, avant qu'il y ait un transfert chez l'homme, il y a toutes sortes de mécanismes et d'organismes qui vont réglementer, approuver, et auxquels des gens du grand public participent aussi dans les comités d'éthique et tout ça. Et puis, il y a beaucoup de surveillance qui se fait. Bon, avec l'intelligence artificielle aussi, parfois, ça fait peur. On se dit, est-ce que les cyborgs vont dominer le monde? C'était un des sujets qu'on a traité hier, justement. Je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Au contraire, toutes les applications qui sont développées et sur lesquelles on pousse, c'est des outils qui vont nous permettre de guérir certaines maladies, d'apporter des bénéfices médicaux à des personnes qui ont soit des déficits moteurs, mais ça peut être d'autres maladies aussi. Et je pense qu'on pousse pour le bien de l'homme. Donc si je comprends, pour toi, c'est un fantasme. Toi, du coup, tu travailles dans un laboratoire public, ce qui peut être un peu différent du privé. Et justement, Elon Musk a lancé il n'y a pas longtemps une toute nouvelle entreprise pour nous implanter des puces dans le cerveau et qu'on puisse communiquer directement avec les ordinateurs. Quelle est ta position par rapport à tout ça? Autant dans le privé que dans les entreprises publiques comme les universités où on fait notre recherche, les gens sont soumis aux mêmes mécanismes de réglementation et d'approbation éthique s'ils veulent utiliser leur recherche chez, par exemple, des animaux de laboratoire, des rats, des souris ou même des hommes. Ce que Elon Musk tente de faire avec sa compagnie, en fait, c'est aussi d'aider les personnes avec des problèmes médicaux. Je crois qu'il veut développer présentement une interface neuroélectronique qu'on appelle, qui va peut-être permettre à des personnes qui ont eu des AVC, des accidents vasculo-cérébraux, donc qui ont eu des pertes neuronales. Il veut utiliser la stimulation des neurones qui ont survécu afin de permettre à des personnes de récupérer un peu de leur fonction perdue. Donc, s'il y a de l'argent de l'entreprise privée qui vont dans des recherches comme ça, c'est pas... nous, on est très heureux de voir ce développement-là scientifique qui vient du privé aussi. Merci beaucoup du coup de nous rassurer sur tout ça, parce que moi je suis peut-être un peu parano, mais je me disais bon, faut être sûr que ça soit bien surveillé. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Passe un gros big up de notre part aux cousins québécois. Et puis nous, on se retrouve très vite pour parler de nouveaux événements liés à la Semaine du Cerveau à Nice. Big up. Big up.